Coucou tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je rigole parce que je vois Marty là, le reflet en fait il est juste là. Je vous retrouve aujourd'hui dans une vidéo FAQ, ça fait très longtemps que j'en ai pas fait. Et en fait j'avais envie de vous parler de mon métier de créatrice de contenu. Donc que ce soit sur YouTube ou sur Instagram, de l'aspect de freelance aussi. Et je me suis dit mais quoi de mieux que de vous laisser me poser vos questions et d'y répondre. Donc c'est ce que j'ai fait, je vous ai posé mes questions sur Insta et je vais y répondre dans cette vidéo. Alors je n'ai pas trié les questions, je vais les prendre dans l'ordre qu'elles viennent et si j'ai déjà répondu, et bien voilà, on en sautera. Alors en premier, il y a Titso 1983, donc qui est Sophie, et qui me demande comment je suis arrivée à faire ce travail et quelle formation j'ai. Alors avant tout, j'ai un bac L. J'ai un DUT information communication qui a 10 ans, ça ne rajeunit pas. Et à l'époque on parlait quasiment pas des réseaux, on parlait un petit peu de Facebook, mais voilà, c'était pas du tout ce que c'était aujourd'hui. Et je suis arrivée à faire ce métier, et bien sans le vouloir, comme beaucoup. J'utilisais Instagram pour poster des photos comme ça de mon quotidien pour mes proches et... Voilà, des photos que je trouvais sympas, même si franchement j'ai tout laissé hein. Et donc j'ai commencé comme ça sans le vouloir, ça a pris un petit peu tout seul, les gens aimaient bien ce que je partageais, et puis bah, je me suis dit ah bah tiens s'ils aiment bien je vais peut-être essayer d'améliorer mon contenu. Je me suis essayée au blog, j'ai eu un blog pendant un peu moins d'1 an je pense, que je gérais un peu difficilement, j'avais pas trop le temps, du moins je ne l'accordais pas. Donc je me suis dit c'est pas grave, je vais arrêter le blog et le contenu du blog je vais le mettre sur Insta. Donc j'ai arrêté de faire genre des micro-légendes mais je partageais un peu plus dessous et j'ai blogué sur Insta finalement. Et j'ai utilisé que ce réseau pendant très longtemps jusqu'à avoir une très belle communauté de je sais plus 30 000, 40 000 personnes je pense. À l'époque c'était vraiment différent parce que il y avait beaucoup plus d'interactions je pense parce qu'on était beaucoup moins sur Instagram et donc c'est un peu compliqué quand on est un vieux de la vieille comme ça de voir aujourd'hui que mes photos avec le double ou le triple d'abonnés font 5 fois moins de vues, de likes, de commentaires et tout. On se dit bah mince, est-ce que mon contenu ne plaît plus, est-ce que les gens se sont lassés, etc. Mais il y a aussi tout le rapport avec l'algorithme d'Instagram, le fait qu'on soit plus nombreux, enfin bref, ça a beaucoup évolué. Mais à l'époque, il y avait une grande interaction, on va dire, qui est un peu moindre maintenant. Mais toujours est-il que à l'époque on m'a demandé, vous mes abonnés, d'aller sur Snapchat, donc chose que j'ai faite. Je me suis essayée, j'ai eu un peu de mal et au final j'ai adoré ce réseau, j'arrêtais pas de vous faire des vidéos et vous m'avez dit mais arrête de faire tes tutos sur Snapchat, va sur YouTube. Je suis allée sur YouTube. Et c'est comme ça que je suis arrivée. Donc la création de contenu pour moi n'a pas été un métier envisagé comme un métier avant, je vais dire peut-être il y a 4 ans. Moi à l'heure actuelle je n'en vis pas pleinement, je me considère à mi-temps dans la création de contenu et à mi-temps je fais des relations presse digitales, du community management, de la création de photos ou choses comme ça pour d'autres marques, d'autres contrats. Donc quand je pense que Sophie tu me demandes quelle formation j'ai pour ce métier, c'est peut-être pour faire la même chose et franchement je pense qu'on peut quasiment tous dire qu'on n'a jamais cherché à faire ce métier, qu'on n'a pas fait des études pour faire ce métier de créateur de contenu. C'est juste que il est né pendant qu'on était sur les réseaux et c'est devenu le métier de ceux en tout cas qui aimaient faire ce travail de création de contenu et qui ont accordé assez de temps parce que ça prend énormément de temps. Ensuite, allô à Mélissa. Donc Mélissa me demande quels ont été les facteurs pour quitter mon ancien job et travailler uniquement sur Instagram. Alors en fait, avant je travaillais dans l'hôtellerie de nuit. D'ailleurs laissez-moi un commentaire si vous avez connu mes tutos de nuit dans le vestiaire à l'hôtellerie. J'ai travaillé dans l'hôtellerie pendant 6 ans. C'était pas du tout ma branche, mais à l'époque je trouvais rien dans la communication et ça m'a apporté beaucoup. Mais j'y suis restée je pense un peu trop longtemps et j'ai fait avec le recul ce qu'on pourrait appeler un espèce de burn-out dans le sens où il a fallu que je change de poste et que je réapprenne les fonctions de ce nouveau poste et ça m'a fait un électrochoc. Je me suis dit arrête d'accorder du temps à un métier qui à l'heure actuelle maintenant ne t'apporte plus rien et qui est purement alimentaire.
Et bon, ça n'est pas sorti comme ça dans ma tête, hein. Dans ma tête c'était crise de larmes, enfin pas dans ma tête mais voilà, ça a déclenché crise de larmes, blocage, je suis partie en pleine nuit parce que je travaillais toujours de nuit. J'ai réveillé mon chien à 3 h du mat en pleurs, je lui ai dit je peux pas, je peux plus, je peux pas y retourner, c'est pas possible, si j'y retourne je vais tomber en dépression, je ne peux pas. Et ça s'est imposé mais comme ça. Et c'était pas j'ai quitté mon travail pour me consacrer à Instagram, c'était pas ça, c'était juste je dois quitter mon travail aujourd'hui, je ne peux plus. Et j'ai eu beaucoup de chance, ça s'est très bien passé, mon travail l'a très bien compris, l'a accepté, enfin voilà, ça s'est très bien passé. Et je me suis dit en fait, enfin ce qu'il faut c'est que je retrouve quelque chose que j'aime et qui m'enrichisse et qui m'apporte quelque chose, parce que là je vais mourir de l'intérieur quoi si je continue à faire ça. Et donc j'ai eu beaucoup de chance encore une fois, puisque une semaine après avoir décidé de quitter ce travail, j'avais une proposition de contrat que je cherchais, donc de community management. Donc ça s'est vraiment très bien goupillé. J'étais en auto-entrepreneur déjà parce que ça m'était arrivé avant de faire des sponsorisations, d'être payée pour tester une marque, pour faire une photo, etc. Donc j'avais déjà un statut qui me permettait de travailler. Et ça s'est passé comme ça, j'ai eu plein de contrats, des très courts, des longs, j'ai eu des contrats d'1 an, des contrats de plus d'1 an, des contrats d'1 mois, enfin voilà, plein de marques différentes. Mais en tout cas, je me payais le luxe de choisir les marques avec lesquelles je travaillais et je me le paye toujours. Donc pour moi en fait, j'ai quitté mon ancien travail pour non pas mes réseaux, mais pour travailler en freelance à côté. Pour moi, quand j'ai quitté, c'était toujours pas dans ma tête un travail, la création de contenu. Je me considère toujours hein, comme très chanceuse, mais j'arrivais pas à me dire que c'était un travail. Ça c'est venu vraiment plus tard, au final je vous dis 4-3 ans, mais non je pense que ouais, enfin, ça doit faire 3 ans, un truc comme ça, que je me considère à mi-temps dans la création de contenu et dans le community management, relations presse, etc. Il y a Oriane Emma, donc qui est Oriane, qui me dit qu'elle aurait voulu savoir s'il y a des personnes haters qui me laissent des commentaires négatifs et comment je gère ça, comment j'arrive à prendre du recul et à n'y apporter aucun intérêt. Alors en fait j'ai la chance d'avoir une communauté de bisounours. Oui c'est vous. Non franchement, en toute modestie, je pense qu'on a la communauté qu'on mérite. Dans le sens où vous nous suivez souvent parce que vous vous identifiez à nous. Et nous c'est pareil, hein, moi je suis des gens auxquels je m'identifie, ou qui m'inspirent, ou enfin voilà. Mais je pense que si il y a quelqu'un sur sa chaîne YouTube qui va souvent dire du mal des gens, qui va souvent qui est dans une énergie négative, enfin voilà, je pense que ça va attirer des gens pareil qui vont être dans une énergie négative. Et moi j'ai très peu de trolls que j'appelle, parce que c'est jamais des vrais gens qui me suivent vraiment, qui vont laisser des commentaires pourris. Je dois en avoir même pas un par mois de mauvais commentaires, je pense que j'en ai même pas 5 par an, pour tout vous dire. Ça va être un truc du genre t'es moche, enfin, je n'y accorde mais zéro importance. C'est-à-dire que je supprime, mais je pense même pas à ce que je suis en train de faire. Ça ne me touche pas du tout. Donc il n'y a pas d'effort à faire ou quoi. Moi en fait, je me suis rendu compte que c'est pas le cas de tout le monde, j'en parlais notamment avec Fleur, mais je n'ai aucun souci à bloquer les gens et à les supprimer. À partir du moment où ils sont dans, je sais pas, dans une énergie négative, qui sont pas ouverts, qui sont butés sur leur truc et que dans leur bêtise, franchement souvent c'est de la bêtise, je bloque. Je m'en fous, je ne perds juste pas de temps avec ces gens-là. Et je vous invite vraiment à faire de même. Ne perdez pas d'énergie à répondre à des gens qui sont vraiment juste là parce qu'ils se sentent mal. Souvent, voilà, de toute façon, les gens méchants, c'est des gens qui vont pas bien, c'est des gens qui sont pas heureux. Donc voilà, vous pouvez pas vous charger de les rendre heureux ou quoi. J'accepte totalement la critique, les différences d'opinion, etc. Mais il faut que ce soit fait dans la bienveillance, il faut que ce soit constructif. Si c'est juste pour dire j'aime pas, et ben en fait, ne perds pas ton temps toi-même à laisser ce commentaire et passe. Voilà, donc je vous conseille vraiment d'adopter cette attitude de nonchalance envers les gens méchants et les gens négatifs parce qu'ils n'en méritent pas plus.
Alors, il y a Déborah Margaron, donc Déborah, qui me dit une question peut-être complètement bête, mais non, il n'y en a pas. Comment gagnes-tu ta vie? Enfin, je ne comprends pas qui te rémunère, quel salaire tu as par mois, est-ce fixe ou non? Donc c'est des questions hyper intéressantes et je vais y répondre parce que comme je vous ai dit, voilà, pour moi c'est... Enfin, j'ai envie de vous répondre en toute transparence et je n'aime pas du tout le tabou de l'argent, principalement qu'on a en France quand même. Il est très... le tabou de l'argent et de la réussite, c'est un truc de dingue ici. Moi quand j'ai commencé, que ce soit en tant qu'influenceur ou en tant que relation presse digitale, etc. D'ailleurs j'ai dit influenceur, je le dis pas beaucoup parce que je suis pas trop fan, je préfère créatrice de contenu. Eh bien je ne savais pas combien je valais. Et je pense que comme tous les entrepreneurs, c'est très difficile de se mettre un prix. Alors ce qu'on fait, ce qu'on a envie de faire, c'est de demander aux autres, mais toi combien tu prends, combien tu prenais au début, combien tu prends à l'heure, combien tu prends pour ça, comment tu fonctionnes, est-ce que c'est des forfaits, est-ce que... Enfin voilà. Et honnêtement, il y a très peu de gens qui répondent. Et quand on nous répond, c'est des énormes fourchettes, enfin il n'y a pas de vraie réponse, les gens ne veulent pas parler argent parce que je pense que dans l'entrepreneuriat, les gens ont peur de se faire piquer leur clientèle, alors que franchement il y en a pour tout le monde la clientèle, on est tous différents. Donc comment je gagne ma vie? Eh bien voilà, je vous l'ai dit, je suis pour moi à mi-temps dans la création de contenu et à mi-temps dans mes missions pour des marques, etc. Donc j'ai deux salaires en fait, j'ai mon salaire d'émission et j'ai mon salaire de mes créations de contenu. Pour mes missions, je peux en avoir des régulières qui sont là tous les mois depuis plusieurs mois, 1 an, 2 ans, etc. Et puis j'en ai des ponctuelles. Donc dans tous les cas, mon salaire varie tous les mois, tout le temps. Et je n'ai aucune sécurité de l'emploi. Je peux perdre toutes mes missions demain et je peux ne rien toucher de mes créations de contenu. Donc il s'agit vraiment de gérer un fonds d'argent qui permet de remplir les mois où ça rentre pas et puis on met de côté les mois où ça rentre en gros. Et aussi ce qui rentre en compte, c'est que j'ai des taxes sur tout ce que je touche, c'est-à-dire à peu près, enfin en gros 20% qui part à l'État. Donc les montants que je vais vous dire, c'est après les taxes. Donc grâce à mes missions, je touche, on va dire, un bon SMIC tous les mois. Et puis à côté, pour ma création de contenu, c'est hyper difficile de vous dire, ça part de zéro, les mois où je ne touche rien, à peut-être 500 € si j'ai juste un petit truc, à 2000 € si j'ai un gros contrat, une grosse création de contenu ou quoi. Donc ça varie énormément. Et donc il y a la question, je ne comprends pas qui te rémunère dans ton petit package de questions. Donc bah les marques pour mes contrats, dire. Et pour ma création de contenu, eh bien ce sont les marques aussi. Mais donc c'est pas les mêmes marques, hein. Je travaille pour des enseignes, on va dire, des entreprises, etc. Et à côté, mettons, je sais pas, c'était quoi ma dernière collab? Si, j'ai fait une collab rémunérée avec... j'ai perdu le nom. Bref, c'est une agence de com pour les animaux. Et c'était avec Marty pour le lancement de la nouvelle série Mike une vie de chien. Enfin, dessin animé quoi. Et il m'avait demandé de faire une création de contenu, d'essayer de reproduire un gif ou une photo d'une scène. Et donc quand c'est comme ça, en fait, quand on me demande de créer un contenu, quand on me pose des règles sur une création de contenu, etc., c'est toujours rémunéré. Ce qui n'est jamais rémunéré, c'est si on m'envoie des trucs sans rien me demander et que je vous en parle, c'est pas rémunéré, c'est offert mais pas rémunéré. Mais à partir du moment où une marque me demande de créer quelque chose, que ce soit une vidéo, une photo, etc., eh bien c'est rémunéré. Pourquoi je vous disais ça? Oui, parce que du coup c'est la marque, si elle passe en direct, qui me paye, ou alors c'est l'agence de com, si la marque passe à travers l'agence de com, qui me paye. Prochaine question, Ninichou1212, qui est Mélanie je crois, me demande si je me faisais aider ou si j'étais toute seule dans mes créations de contenu, donc j'imagine. Je suis toute seule à 90% du temps. Donc que ce soit, on va parler d'abord des vidéos pour tourner, je suis toute seule. Voilà, j'ai personne derrière la caméra, juste Marty à côté mais qui n'est pas d'une grande aide. Pour monter, je fais tout toute seule. Pour faire les miniatures, je fais tout toute seule. Pour uploader les vidéos, faire les légendes, je fais tout toute seule. Pour tout le côté technique, je fais tout toute seule. Pour tout ce qui est ensuite Instagram, il n'y a que les looks où mon chéri fait les photos. Et parfois, genre Fleur, c'est arrivé qu'elle en fasse ou qu'elle m'en fasse.
Mais à part ça, je fais tout toute seule, les photos, les retouches, faire les posts, répondre aux commentaires, répondre aux mails, enfin voilà, je fais tout toute seule. Et donc ce qu'on ne voit pas derrière ces métiers, c'est que je suis pas juste là, hop j'ai fait une vidéo, c'est dans la boîte et c'est fini. Comme je viens de vous citer, ben ça engrange plein d'autres casquettes en fait à nos métiers. Je suis monteuse vidéo, je suis photographe, je suis retoucheuse photo, je suis ma propre community manager parce que je réponds à vos messages et tout. Donc en étant créateur de contenu, on fait aussi plein d'autres métiers. Je suis ma propre comptable. Je suis, ben voilà, c'est vraiment plein de casquettes et ça prend énormément de temps au-delà du fait de juste créer les contenus. Il y a tout le reste à côté à gérer. Je sais plus si j'ai dit les mails, mais je suis toujours en retard sur mes mails, c'est vraiment un truc de ouf. Mais ça prend beaucoup de temps, vraiment. Et comme c'est un métier que j'adore, eh bien c'est très difficile d'arrêter. C'est très difficile pour moi d'arrêter de vous répondre, c'est très difficile pour moi d'arrêter de partager des trucs, c'est très difficile pour moi... Enfin, j'ai toujours quelque chose à faire, du coup je dois choisir de m'ennuyer si j'ai envie de m'ennuyer. Mais j'ai toujours quelque chose à faire. Je me plains pas, hein, entendons-nous bien, j'adore ce que je fais. Je dis juste que ça prend vraiment beaucoup plus de temps que ce qu'on peut imaginer. D'ailleurs, on va faire un truc simple, je vais vous dire le temps moyen que je passe sur mon téléphone, parce que c'est mon outil principal, je fais ma retouche photo aussi dessus. Il n'y a que le montage des vidéos, l'upload et tout que je fais sur mon PC. Alors attendez, c'est où déjà le temps d'écran? En moyenne, cette semaine, j'ai passé 6h24 sur mon téléphone, ce qui est 38% de moins que la semaine dernière, parce que c'était une petite semaine, c'était Noël. Mais en temps normal, bon là j'arrive pas à voir sur les autres semaines, mais en temps normal, je suis à 9 heures par jour sur mon téléphone. Et c'est pas 9 heures genre à scroller, à regarder des bêtises ou quoi, hein. C'est vraiment 9 heures à travailler sur mes réseaux, à travailler sur mes photos, à répondre à mes mails, c'est quasiment que du travail. J'utilise très peu mes réseaux pour le plaisir, je le fais, mais ça doit représenter même pas une demi-heure par jour. Ce que j'utilise le plus sur mon téléphone, c'est Instagram, Gmail et Lightroom, et ensuite YouTube, donc c'est vraiment des applis de travail pour moi. Question suivante, il y a Univers de Zabeth qui me demande si je compte faire ce métier pour toujours ou si je compte changer un jour. Alors je suis convaincue que c'est impossible de faire ce métier pour toujours parce que aujourd'hui ça plaît. Aujourd'hui, voilà, on est sur ce réseau-là, alors je suis convaincue qu'il y en aura d'autres, mais je suis peut-être même convaincue qu'il y aura peut-être autre chose que les réseaux prochainement, enfin j'en sais rien. Bref, on est sûr de rien, tout bouge extrêmement vite dans les réseaux, et moi je prends ce qu'il y a à prendre aujourd'hui, et je fais ça depuis maintenant, ça fait combien de temps sur Instagram? Je crois que ça fait 7 ans. Donc voilà, je prends tout ce qu'il y a à prendre, des super expériences et tout, voilà. Mais je suis convaincue que je ne ferai pas ça toute ma vie. Et je pense que c'est pas forcément sain de se projeter à l'échelle de toute sa vie sur Instagram comme ça, enfin sur Instagram ou sur les réseaux. Je pense qu'il faut voir au-delà, et personnellement j'ai déjà commencé. Je suis en train de me lancer dans de nouveaux projets. Et j'ai hâte de vous en parler parce que je vais vous en parler très prochainement. Et c'est lié évidemment à mes réseaux parce que c'est mes réseaux qui m'ont permis d'eux, mais c'est autre chose. Et voilà, moi je me vois plutôt dans l'avenir avec des projets qui sont nés grâce à mes réseaux, mais qui vont au-delà en fait. Ensuite, toujours imparfaite, Fanny me demande, selon moi, le meilleur moyen, façon, méthode pour devenir créateur de contenu, en faire son métier à semi ou plein temps. Alors, je pense que justement, il faut avoir du temps pour pouvoir en faire son métier vraiment. Ça demande beaucoup d'implication. Il faut aussi être autodidacte, réussir à apprendre par soi-même, parce que comme je vous ai dit, il y a plein de casquettes, la retouche photo, le montage vidéo, etc. Et il faut bien évidemment, j'aurais dû le dire en premier, mais avoir envie de partager, parce que je sais pas si tu te dis que tu as envie de faire ce métier-là et si tu n'y vois que le métier, je sais pas si c'est assez authentique pour vraiment plaire aux gens.
moi je pense vraiment que, enfin vous tous, vous nous suivez parce que vous nous aimez bien, parce que vous vous reconnaissez en nous, parce que on vous apporte quelque chose, que ce soit juste du divertissement ou vraiment une valeur ajoutée, peu importe quelle qu'elle soit. Je pense voilà qu'il y a... On suit pas quelqu'un qui fait la même chose que tout le monde juste parce qu'il veut en faire son métier, qui n'apporte aucune personnalité, aucune authenticité. Voilà, je pense, enfin, j'espère. Je pense vraiment qu'il faut que la motivation première, ce soit le partage et l'échange. Après, vraiment, en termes de choses concrètes, parce que je sais que, enfin, à chaque fois qu'on pose la question, oui, comment on fait pour devenir influenceur, tout le monde répond ce genre de choses, genre qu'il faut l'envie, qu'il faut pas le faire pour l'argent, etc. Et c'est vrai. Mais après, vraiment dans le concret, moi je conseillerais d'être très impliqué, d'essayer vraiment de s'améliorer, peu importe son contenu, d'être actif sur les réseaux, que ce soit sur son réseau, sur celui des autres, d'être présent quoi, et de donner envie, d'être vraiment dans ce que vous faites. Et puis d'y accorder le plus de temps que vous pouvez, parce que par exemple si vous travaillez à côté, vous n'avez pas le même temps que si vous travaillez pas à côté forcément. Mais d'y accorder beaucoup de temps parce que c'est pas en postant une photo tous les mois sur Insta que vous allez devenir créateur de contenu, mais il faut une régularité. De toute façon j'ai fait une vidéo, non j'ai pas fait une vidéo là-dessus, ah je sais plus. J'ai fait une vidéo sur Instagram mais je me souviens plus trop si je vous disais ça. Mais voilà, il faut une régularité et puis il faut créer du contenu original qui vous ressemble. C'est vraiment pour moi le métier, c'est pas influenceur, c'est créateur de contenu. Vous créez des contenus, que ce soit des images, des vidéos, des textes, voilà, mais vous créez du contenu donc il faut que vous ayez cette envie de créer quoi. Ensuite, Pichon Fabienne me demande le temps, je suppose qu'il faut beaucoup de temps, alors oui, personnel pour faire tout ce qu'on voit, je vous l'ai dit, mais pour avoir des marques comme Chanel et Hermès, etc., tu dépenses beaucoup d'argent ou tu en as dépensé au début. Ça qui me questionne, surtout en habitant Paris, c'est pas de dire rien que le loyer. Comment tu fais, comment tu as fait au début, ça me donne envie mais je suis trop timide pour sortir seule de ma zone de confort. Alors déjà je ne travaille pas avec Chanel et Hermès et je n'achète pas de Chanel ou Hermès. Voilà, donc c'est pas les bonnes marques, hein. Je pense que t'aurais dû dire plutôt Guerlain ou Dior parce que pour le coup je travaille avec eux. Oui c'est vrai, il y a cet aspect, comment tu fais pour que les marques t'envoient des choses, comment tu fais pour que les marques te repèrent, comment tu fais pour travailler avec telle ou telle marque. Je pense que c'est ça un peu ce qui est sous-jacent, étant donné que au début, quand on se lance, eh bien forcément on est obligé de tout acheter, parce qu'on n'a pas de partenariat, pouf, je viens de me lancer. Donc d'où la question aussi du prix en vivant à Paris, etc. Alors juste avant, je vis en banlieue, je sépare mon loyer avec mon chéri, donc voilà, ça joue beaucoup. Et c'est vrai que c'est pas une vie bon marché, hein, en périphérie de Paris, voilà, tout est cher, le moindre café va être cher. Donc moi en fait j'ai commencé par le make-up, et étant donné que j'ai toujours aimé le make-up et tout, j'en ai toujours eu un petit peu. Après j'avais un rouge à lèvres Dior, enfin voilà, j'avais pas énormément de choses de marque et de surcroît de luxe. Moi je suis pas née dans la marque, j'ai jamais eu de fringues de marque ou quoi, enfin voilà. Et je me souviens donc je me suis acheté mon premier rouge à lèvres Dior, ma première poudre météorite de Guerlain, mon premier sac c'était Lancel, enfin voilà, j'avais pas beaucoup de pièces comme ça de luxe. Et enfin j'en ai toujours pas beaucoup si vous comptez pas le make-up, parce que en dehors du make-up j'ai pas vraiment de choses de luxe. Et donc c'est simplement en créant du contenu pertinent que les marques m'ont repéré et ont eu envie que je parle de leur marque. Voilà. Si vous parlez de voyage, il y a des chances que vous attiriez des marques qui parlent de voyage. Voilà, que ce soit des agences de voyage, des offices de tourisme, des choses comme ça. Si vous parlez de make-up, il y a des chances que vous attiriez des marques de make-up. C'est une démarche en fait assez naturelle d'une marque qui a envie qu'on parle d'elle sur
ce support où la créatrice de contenu, le créateur de contenu fournit du contenu de qualité, des photos de qualité, des tests de qualité, etc. J'en sais rien. Et au début, on m'a fait confiance avec certaines marques alors que je n'avais pas beaucoup d'audience. Mais ça s'est construit au fur et à mesure. Et forcément, quand je suis arrivée et que j'avais 5 abonnés ou même 1000 abonnés ou quoi, bah c'est pas à ce moment-là que Dior est venu me voir en me disant est-ce que tu as envie de tester mes produits? Non, c'est au bout d'un moment, on acquiert une certaine crédibilité et puis une audience plus grande, on va pas se mentir non plus, que ça débloque entre guillemets certaines marques. On rentre en fait dans leur case de intéressant pour collaborer et puis à partir du moment où on coche un peu tous les critères, et bien voilà, ils ont envie de nous faire découvrir leurs produits. Après on peut aussi demander, alors c'est une chose que je fais très peu, que j'ai mis beaucoup de temps à réussir à faire, même quand la chose était pertinente, même quand je travaillais déjà avec une marque et que genre ils avaient sorti un truc et que j'avais envie de tester cette chose, et ben j'allais l'acheter et je leur demandais pas. J'avais beaucoup de mal à demander. Donc c'est possible, mais je vous invite vraiment à ne pas demander de collaboration aux marques si vous n'avez pas déjà un contenu de qualité et un contenu pertinent et une audience qui suit. Parce que je sais, pour avoir parlé avec plein de community managers et pour en être une moi-même, que on reçoit beaucoup de demandes de juste une petite ado qui est suivie par ses copines et qui a envie de tester le nouveau gloss Sephora, enfin par exemple quoi. Je vous invite vraiment à ne pas trop faire de demandes et à ne pas faire des demandes à tire-larigot comme ça aux marques, sinon vous allez vous griller tout simplement et le jour où vous aurez une grande communauté, ils voudront pas travailler avec vous. Mais le chiffre ne fait pas tout et par exemple on peut avoir une communauté de 5000 personnes très engagée qui sera hyper intéressant pour une niche en particulier, par exemple je sais pas, la jardinerie, qui sera plus intéressante que par exemple, je sais pas moi, Kim Kardashian qui a des millions d'abonnés et qui clairement, si elle parle de jardinage, on va se dire pardon, ça va pas du tout matcher avec son image, avec son discours et avec finalement les gens qui la suivent. Ils la suivent pas parce qu'elle parle de jardinage. Donc vous voyez, donc parfois vaut mieux une petite communauté pertinente qu'une grande où l'information va se noyer dans la masse et ça les marques commencent à le comprendre et c'est vraiment cool parce que le chiffre ne fait pas tout, d'autant qu'il y a plein de gens qui trichent, qui achètent des abonnés, enfin j'espère que ça se fait moins mais j'avais découvert il y a un moment qu'il y a beaucoup de gens qui le faisaient. Et pour ce qui est de la timidité et de sortir de sa zone de confort, bah, je pense que c'est un bon moyen justement, les réseaux, mais que il faut faire attention parce qu'il y a deux faces à cette même pièce qui est ne pas trop en attendre des likes, des commentaires et tout. Ça ne reflète pas votre valeur en fait. C'est pas parce que vous êtes extrêmement suivi que vous êtes quelqu'un de bien et c'est pas parce que vous n'êtes pas suivi que vous êtes quelqu'un de pas bien, d'inintéressant et tout. Donc voilà. Il y a Orlan Rock qui me demande quel est mon métier, donc ça j'ai répondu. Comment je m'organise au quotidien, quelle est cette face cachée des chiffres, des statistiques. Je te félicite car au moins tu es maître de ton quotidien à 100% et ça vaut de l'or, c'est clair. Ça, l'indépendance c'est le point positif le plus grand à tout ce qui est entrepreneuriat. Mais encore une fois, il y a toujours un point négatif, c'est normal, c'est la balance de la vie, il n'y a pas de métier idéal. Donc, comment je m'organise au quotidien? Eh bien je travaille chez moi, je travaille de chez moi tout le temps, que ce soit pour les marques, les entreprises etc. ou pour mon métier de créatrice de contenu. Parfois je sors, j'ai des rendez-vous à l'extérieur, j'ai des événements à l'extérieur ou alors je vais faire des photos à l'extérieur, mais ça c'est vraiment pas... voilà, c'est peut-être 1 ou 2 fois par semaine. Mais là, en plus avec les grèves et tout, autant vous dire que je suis en mode cocon à la maison, je ne sors pas. J'avais fait un truc une fois, c'était hyper compliqué de pouvoir bouger sur Paris, donc voilà. Donc je passe beaucoup de temps toute seule chez moi, avec Marty. Mais c'est quelque chose qui ne me dérange pas parce que, je sais pas, j'aime beaucoup. Voilà, j'ai travaillé de nuit pendant 6 ans, j'étais toute seule dans mon bureau, alors même si je voyais d'autres gens et tout, mais j'étais toute seule. Et j'aime bien, voilà, j'aime bien être au calme, tranquille et tout, alors pas tout le temps, hein, parce que j'ai besoin de sortir quand même plusieurs fois par semaine, mais c'est vraiment pas quelque chose qui me dérange. Et ça c'est quelque chose qu'on voit peut-être pas, parce qu'avec les réseaux on se dit on est tout le temps entouré de plein de gens et tout, mais dans la réalité non, on est tout seul. Bon alors après, attention, il y a différents niveaux hein, de créateurs de contenu, il y a les gens qui sont toujours en shooting, qui sont toujours en tournage, qui ont des équipes de malades, etc. Moi je vous parle pas de ces gens-là, je vous parle des gens comme moi qui sont créateurs de contenu, mais qui le sont à leur petite échelle, entre guillemets. Et voilà, donc c'est des métiers où quand on travaille seul,
qu'on n'a pas embauché des gens pour faire des choses et tout comme ça, où on est très souvent seul chez soi. Alors la face cachée des chiffres ou des statistiques. Les chiffres ou les statistiques, je vois pas trop à propos de quoi, si ce n'est salaire et tout, et ça je vous en ai déjà parlé. Cette face cachée, je pense que c'est aussi le côté insidieux de ce métier, qui est qu'on n'arrête jamais, qu'on est tout le temps dans le partage, qu'on garde, même si on essaie quand même, enfin voilà, on garde quand même peu de choses pour soi. Moi en l'occurrence c'est mon chéri que je garde pour moi, les moments avec ma famille, etc. Mais je vous partage beaucoup dans mon quotidien et c'est vraiment quelque chose qui se greffe sur la vie personnelle et ça devient difficile parfois de tracer une ligne quoi entre les deux. Je pense que chacun gère ça à sa façon. Moi personnellement je suis plutôt contente de la façon dont j'arrive à le gérer. Je vous partage, et ça ne l'oubliez jamais, et c'est le cas de tout le monde, on vous partage ce qu'on a envie de vous partager, ce n'est pas 100% de notre vie. Moi personnellement j'ai fait le choix de vous partager uniquement des choses positives qui vous font aller de l'avant et tout, parce qu'on a bien assez de soucis chacun dans nos vies, sans avoir à se soucier en plus de ceux de nos créateurs de contenu préférés. Donc je vous partage vraiment, enfin, que du positif. Après, je ne suis pas tout le temps dans le positif, il m'arrive des tuiles aussi comme à vous. Je vous partage pas du tout mes petites tuiles du quotidien, mais après quand ça va pas, je préfère ne pas partager, je préfère prendre du temps pour moi. Je vous le dis, par exemple quand j'ai perdu ma chatte Chimée, ça a été très difficile pour moi et je vous l'ai dit, j'ai pris du recul et voilà, mais j'ai pas envie de vous partager énormément quand ça va pas, simplement parce que c'est pas ce que j'ai envie de vous apporter. Voilà. Tout ça pour dire que n'oubliez pas que ce que vous voyez, ce n'est pas 100% de la vie des gens et que personne n'a une vie parfaite. Personne. Mitzi Finder, oh, je suis désolée pour ton pseudo, me demande comment je le vis au quotidien avec mon chéri et avec Marty. Et bien avec Marty ça se passe plutôt bien, il est hyper content d'avoir sa maman à la maison tout le temps. Non, je suis beaucoup avec Marty et c'est top, je suis trop contente. Et franchement je n'aurais pas pris de chien si je n'avais pas eu un métier comme ça où je pouvais être très souvent présente. Il y a eu un moment l'année dernière où je me suis posé la question en fait de chercher un CDI à nouveau et c'était très difficile d'envisager de laisser Marty si tu veux, de laisser Marty très longtemps. Enfin voilà, c'était compliqué. Et je suis hyper contente vraiment d'avoir cette chance. Pour mon chéri, eh bien, étant donné que je fais quasiment tout toute seule, c'est plutôt au niveau des looks que je lui demande de m'aider. Donc là, ça fait un petit moment qu'on n'en a pas fait, ceci dit. Mais sinon, dans le quotidien, moi, pendant que je travaille, soit lui il travaille, parce qu'il a un emploi du temps un peu en décalé on va dire, donc soit il travaille quand je travaille, soit il profite pour prendre du temps pour lui, donc voilà. Mais c'est vrai que je travaille souvent, beaucoup, et j'essaye au final quand il est en week-end de pouvoir prendre mes week-ends un peu au même moment, j'essaie de m'arrêter, mais c'est pas facile, c'est vrai c'est pas facile. Typiquement quand on est en vacances, je continue, je fais des vlogs, des photos, des stories, etc. Donc parfois il m'aide un peu, ou c'est un peu compliqué de vous parler comme ça. Mais il est vraiment toujours là pour me soutenir, pour me pousser, pour m'aider si j'ai besoin. Voilà, non, il est top. Il y a Ebrouli Ebrush qui me demande donc comment je suis devenue youtubeuse, donc ça je vous en ai parlé. Combien de temps ça a pris pour que ce soit réellement un métier? Alors je vous en ai plus ou moins parlé, mais voilà, ça fait 4 ans sur YouTube, Marty éternué, et 7 ans sur Instagram si je ne me trompe pas. Comment j'ai fait connaître ma page? Je vous en ai parlé aussi, j'ai pas fait grand chose, ça s'est fait tout seul et puis après j'ai amélioré ma qualité de contenu. Et pour ce qui est je pense du temps pour entre guillemets se faire connaître, aujourd'hui je pense que c'est encore plus compliqué que ça ne l'était avant, simplement parce qu'il y a plus de gens sur le marché, entre guillemets, il y a plus de créateurs de contenu et tout. Mais il faut être patient, vraiment il faut être patient, ça ne peut pas se faire du jour au lendemain, c'est impossible. C'est pour ça que si vous n'aimez pas ce que vous faites, vous n'allez pas tenir dans le temps, vous allez vous lasser, et avant d'obtenir des résultats, avant de créer une communauté finalement. Ensuite Céline BNR
suis bientôt finie Marty, me demande, me dit qu'elle apprécie beaucoup mes vidéos qui sont variées, elle me doute que ça engendre beaucoup de travail et elle me dit tu dois y passer des journées entières je suppose, en tout cas merci à toi. Alors en fait mon organisation pour les vidéos c'est très souvent, je décide qu'aujourd'hui je tourne des vidéos et j'en tourne plusieurs, 1, 2, 3, enfin pas une du coup, 2, 3, 4, je suis allée jusqu'à 5 dans une journée. Ça dépend du temps que j'ai, ça dépend de la lumière. En hiver c'est beaucoup plus compliqué parce qu'on peut tourner que, on va dire à partir de 10h et jusqu'à 15h30, 16h. Après il n'y a plus de lumière, sauf si on tourne avec une lumière, une ring light ou quoi. Moi j'en ai une, mais en fait je suis pas ravie de l'éclairage que ça fait et au final je préfère tourner en lumière naturelle. C'est pour ça que j'ai aussi redécoré, réaménagé ma chambre pour pouvoir le faire et je suis hyper contente du résultat. Donc voilà, pour le tournage en général je bloque une journée, on va dire toutes les 2 semaines à peu près. Pour le montage, ben, j'essaie aussi d'en faire plusieurs dans une même journée. Donc là en l'occurrence je ne vais pas pouvoir, je vais juste monter la vidéo de demain. Mais en général je bloque une journée pour monter 2 voire 3 vidéos, je peux rarement en faire plus. Pour ce qui est des vlogs, alors là ça prend plusieurs jours, c'est très très long. Et les vidéos face cam, bah, ça peut me prendre pour... je sais pas, le montage, plus l'upload, plus les gens, plus les miniatures, plus les fiches, les écrans de fin, etc. Peut-être une vidéo 3 heures. Je pense que ça doit être ça à peu près. Mais ça peut être tellement plus long, moi je fais pas des montages de folie, enfin il y a vraiment des trucs de fou qui existent maintenant, donc ça peut prendre une voire plusieurs journées. Hein. Il y a VW Initials qui me demande si je cotise pour la retraite. Oui, tout à fait. Il y a un message de Carole Lass qui en gros me dit qu'elle aimerait devenir créatrice de contenu et qui me demande qui m'a lancé. Personne ne m'a lancé, je me suis lancée toute seule. Je me suis jamais rapprochée de gens pour bénéficier de leur influence, de leur communauté. Je trouve ça vraiment petit de faire ce genre de choses, j'aime pas du tout ça. Je sais que ça existe, je sais qu'il y en a plein qui l'ont fait, qui le font et qui le feront sans doute. Je vous invite vraiment à ne pas faire ça. Si vous vouliez d'amitié avec quelqu'un, voilà, travailler ensemble si vous voulez. Enfin nous on a fait des vidéos avec Fleur et tout, mais c'est pas du tout pour avoir des abonnés ou quoi, enfin pas du tout. Et après je sais que c'est un moyen de faire des collaborations avec d'autres youtubeurs par exemple, des vidéos en collab, etc. Moi j'aime pas trop ça. Aurore Boréal 14 me demande quel matériel il faut obtenir pour exercer ce métier et quel coût financier ça demande. Honnêtement je pense qu'aujourd'hui pour Instagram ou pour YouTube, vous pouvez tout à fait vous lancer avec juste un téléphone portable. La qualité est amplement suffisante pour faire des photos et pour faire des vidéos. Franchement, ça suffit. Après, si vous avez envie d'upgrader un peu votre contenu, moi j'ai un Canon G7X, pas du tout, G7X pour à la base pour vlogger. Je ne fais plus énormément de vlogs, je vous l'accorde, mais je m'en sers finalement pour tourner mes vidéos parce que j'ai l'écran qui se rabat, du coup j'ai un retour vidéo comme ça. J'ai un trépied aussi, je ne sais pas quelle est cette marque, c'est un petit. J'ai un appareil photo Fujifilm X-T20 qui fait de très très belles photos, qui est vraiment chouette, mais c'est du matériel que je n'avais pas au début, que j'ai acheté au fur et à mesure. J'ai ma ring light aussi que mes parents m'ont offert, j'ai une petite lampe d'appoint que j'ai acheté récemment qui s'accroche sur les miroirs ou quoi, depuis peu pour faire une petite lumière d'appoint. J'ai testé aussi un fond, donc j'avais acheté 2 grands trépieds pour mettre un tissu. Là j'ai le paravent que je mets souvent derrière moi, j'ai testé 2 autres gros systèmes de lampes, j'ai testé la comment ça s'appelle, la white box pour pouvoir prendre des photos sur fond blanc. Enfin j'ai testé plein de trucs et au final franchement on en revient et la seule chose qui me manque à l'heure actuelle vraiment c'est un micro, mais j'ai pas trouvé mon bonheur, j'ai pas envie d'un micro cravate, j'ai pas envie d'enregistrer une piste son en plus de ma piste vidéo, enfin j'ai pas trouvé mon bonheur. Mais sinon voilà, j'en suis revenue juste avec mon appareil photo, mon trépied, une toute petite lampe d'appoint et c'est tout. Ah oui, puis si, pour monter quand même il vous faut un ordinateur. Quoique, maintenant on peut faire un peu de montage avec, comment ça s'appelle, sur le téléphone, je m'en sers parfois. Pas pour monter mes vidéos, mais genre des stories, des choses comme ça. C'est, attendez je vais vous dire,
c'est l'application InShot. Voilà, on peut faire un peu de montage vidéo, il y a aussi iMovie mais je trouve que c'est pas fluide sur le téléphone. Moi je m'en sers iMovie sur mon Mac, donc j'ai un Mac. Il faut un peu de place sur son ordi pour pouvoir monter des vidéos parce que ça prend de la place. Eh bien je crois que c'était la dernière question, voilà qui va ravir Marty, je vais pouvoir le sortir. J'espère que cette vidéo vous a plu, surtout si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à les laisser en commentaire. Et puis bah, j'y répondrai soit en commentaire ou s'il y en a plein dans une autre vidéo, enfin on verra comment on fera. Et puis bah voilà, moi je vous fais des gros bisous et je vous dis à très vite dans ma prochaine vidéo.